Bonjour à tous, je m'appelle Véronique Ajolet et je suis la responsable du pôle insertion professionnelle du service Voix. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Sacha Alanoka qui va vous parler de son parcours, mais aussi de son métier et de comment justement elle réussit dans l'intelligence artificielle, ou en tous les cas comment elle évolue dans ce milieu. Et puis, comme animateur, nous avons Lofred Mazou, qui va se présenter, parce que je sais qu'il va le faire rapidement. Moi, je suis, comme je l'ai dit, parfaitement ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et je vous laisse la parole à tous les deux. Je souhaite à tous les étudiants une bonne conférence et c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Très heureux d'animer ce deuxième épisode de cette série sur les métiers de l'IA. Donc, moi, Lofred Mazou, je suis un ancien université Paris 13. Dans un avenir, non, dans un passé lointain, j'ai fait une licence en sociologie politique. Et maintenant, je suis directeur stratégie dans une startup qui s'appelle Truera, dans l'intelligence artificielle. Donc, moi, je m'occupe de la partie stratégie et business développement en Europe. Mais toute mon expertise est justement sur ce sujet-là, de la gouvernance de l'IA. Ça fait désormais 7 ans que je suis dans le domaine. Avant, je travaillais au Forum économique mondial, donc dans le Centre international, où je conseille divers gouvernements et entreprises sur les enjeux de gouvernance et de régulation. Et avant ça, j'étais au Conseil national du numérique, où j'ai co-écrit la stratégie nationale pour l'IA. Et donc, je suis très heureux de recevoir à la fois une amie, mais une experte surtout du sujet pour vous aujourd'hui, qui est Sacha. Donc, Sacha, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comme je dis, très heureux de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter rapidement et un peu ton parcours après le bac, après bac? Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous rejoindre. Je vous appelle depuis Boston, donc un petit peu plus tôt en termes de créneau horaire, mais vraiment ravie de pouvoir me joindre avec vous aujourd'hui et j'espère que cet échange sera utile. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure en chat ou à la fin pour une partie de questions-réponses. Donc peut-être pour commencer, donc je suis franco-chilienne. J'ai grandi en France et peut-être une des caractéristiques qui a fait que je suis très vite intéressée à l'intelligence artificielle, c'est la curiosité. Donc je sais qu'on en parlait brièvement avec Lofred et Véronique avant que tout le monde se rejoigne à ce call, mais vraiment je pense qu'une des choses qui fait qu'aujourd'hui, je me focalise sur les questions de gouvernance, éthique et régulation de l'intelligence artificielle et que justement j'avais un petit peu cet esprit, on va dire, impatient et curieux de vraiment se demander comment est-ce que les choses allaient, anticiper comment les choses allaient, se projeter, avoir des implications sur l'avenir. Donc en mettant maintenant cette petite, parenthèse de côté, j'ai commencé en faisant, une licence en politique, philo et éco en Angleterre. Heu, j'ai cherché très vite, on va dire, à échapper au système de prépa qui m'allait pas du tout et je pense qu'il aurait un petit peu, tué mon esprit peut-être plus créatif. Et donc je me suis échappée en Angleterre. J'ai fait cette licence, pour les personnes au final qui ont du mal également à choisir tout de suite après le bac, aussitôt, sur quoi elles veulent se focaliser. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un master de retour en France, en relations internationales, avec une rubrique digitale. À la suite de ça, j'ai travaillé pendant environ 4 ans dans un think tank qui s'appelle The Future Society, qui était un des premiers think tanks à se positionner en Europe, mais également c'était un think tank global sur les questions, d'impact de l'IA et des technologies émergentes sur la société. C'est un think tank qui m'a appris énormément de choses, qui m'a appris justement cette polyvalence, qui m'a appris une certaine agilité. Je pense également, et ça c'est quelque chose que j'adorais partager avec vous, heu, qui m'a appris à ne pas hésiter, à avoir une mentalité entrepreneuriale qui souvent, je pense, on cloisonne dans le secteur privé ou dans un esprit de start-up, mais de l'avoir également dans le secteur public et également dans des think tanks ou centres de recherche. Et ça, ce sont vraiment, on va dire, des caractéristiques que j'ai développées au fur et à mesure du temps, à travers les années, autant à travers mes études, mais également à travers, donc ce premier vrai emploi, on va dire, à The Future Society. J'ai sauté quelques étapes et Lofred, qui connaît mon parcours plus en détail, pourra Exactement. sans doute, rebondir dessus. On va revenir là-dessus. Non, mais non, encore une fois, superbe parcours. Et donc, un des fils conducteurs de cette discussion, ce sera la curiosité. La curiosité qui t'a permis en fait de saisir les opportunités qui se présentaient à toi. Et je vais repartir, encore une fois, on va recouvrir ton parcours qui est fort intéressant. Donc tu commences par faire des études
on va dire, en relations internationales. Donc, tu fais un master à Sciences Po à l'époque pour les participants. Mais ce master-là, à ma connaissance, il est pas centré sur les enjeux de gouvernance de l'IA. Donc, le premier point, c'est vraiment comment toi, tu entends parler de l'IA au départ? Qu'est-ce qui te pousse dans cette direction-là? Est-ce que tu as pris des cours particuliers? Voilà, est-ce qu'il y a un cours qui t'a aidé? Comment tu as atterri là-dedans finalement? C'est une très bonne question et c'est vrai que quand on préparait justement cette discussion, tu m'as permis un petit peu de me remémorer tout ça. Et tu fais bien également d'insister sur le fil conducteur de la curiosité. La curiosité et je rajouterai également l'interdisciplinarité. Ne pas hésiter également à sortir de sa zone de confort pour aller vers des sujets où on n'a pas forcément encore d'expertise, mais se laisser guider à travers sa curiosité pour oser aller vraiment vers, on va dire, des sujets plus inconnus ou disciplines plus inconnues. Une des raisons, en fait, qui m'a poussée lorsque j'ai fait mon master à Sciences Po, et tu as raison, qui n'était pas du tout focalisée sur les questions de gouvernance de l'IA, ni même des nouvelles technologies. Et je me permets également de rajouter que même aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de master ou de licence à travers le monde qui soit directement focalisé sur cette intersection. Donc, c'est vraiment également à nous, je pense encore aujourd'hui, et peut-être sans doute dans les 3 à 5 prochaines années à venir, en tant qu'étudiant, en tant que jeune professionnel, d'essayer de créer son propre parcours en allant justement piocher les bonnes disciplines pour construire justement cet éventail de compréhension. À Sciences Po, et comme en fait beaucoup de fois dans ma vie, je suis tombée dans le milieu de l'impact social de l'intelligence artificielle, ces questions de gouvernance, en tâtonnant, en fait, en prenant des choix qui n'étaient pas atypiques. Et souvent, c'est en sortant du tronc commun, c'est en faisant justement des choix où je me laissais guider par ma curiosité, je me dis: «Ah, là, il y a quelque chose que je ne connais pas encore». Mais une intuition, en fait, il y a quelque chose qui me dit que vraiment ça, c'est quelque chose qui va vraiment, construire les rapports de force, avoir un impact fort sur notre société, où je suis sortie de ma zone de confort et j'ai fait ça. Et donc à Sciences Po, il y avait un cours d'un lanceur d'alerte, du printemps arabe, d'un professeur qui s'appelle Fabrice Ebelpoint. Le cours s'appelait «Controverses numériques». C'était un cours avec une vingtaine de personnes, dans un des sous-sols de Sciences Po, donc vraiment c'était pas un cours magistral, c'était pas un cours, on va dire, qui voilà, avait était forcément connu, de la part des étudiants. Mais je me suis dit: «Voilà, j'ai jamais entendu vraiment parler des controverses numériques. Printemps arabe, OK, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe?» Et donc j'ai commencé à prendre ce cours et c'est la première fois, et ça, je pense que c'était en 2015-2016, où j'ai un professeur qui m'a dit: «Le futur des politiques publiques, c'est des personnes qui apprennent l'informatique, qui apprennent à coder. Et vous, même s'il y a pas de cours pour apprendre à coder aujourd'hui à Sciences Po ou dans beaucoup de formations, on va dire plus en sciences sociales, c'est à vous de prendre les devants et d'aller chercher ces compétences pour construire justement, une perspective plus, compréhensible, plus holistique». Et ça m'a vraiment encouragée. Ça a été, on va dire, un point de départ sur cette interrogation et sur ce parcours où au final, je pense qu'une des ironies, c'est qu'aujourd'hui, heu, donc ce coach, je suis actuellement donc chercheuse en gouvernance de l'IA à l'université de Harvard, et parfois je me surprends moi-même, je me dis: «Mais comment j'atterris ici?» Parce que j'ai toujours eu l'impression de faire des choix non conventionnels et de faire Ouais. des choix qui n'étaient pas populaires. Et donc à chaque fois, en fait, je faisais quelque chose où je me laissais guider par mon intérêt, à faire des choses où je me dis: «OK, d'accord, j'assure mes arrières, je fais ma licence, je fais mon master et en même temps, sur le côté, je vais faire des choses qui complètent ce retour, qui nourrissent ma curiosité». Et à chaque fois, en fait, les personnes me regardaient parfois un petit peu avec des points d'interrogation en se disant: «Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait ça?» Et donc c'est très ironique aujourd'hui, en fait, surtout avec, on va dire, le vent en poupe par rapport à l'IA générative et toutes les conversations qui ont été déclenchées avec, OpenAI et ChatGPT. C'est très intéressant que je me retrouve dans ce créneau porteur, à travers une série de choix très atypiques, non conventionnels, où on m'a souvent Ouais. regardé bizarrement. Alors ça, c'est hyper intéressant, Sacha. J'aimerais insister sur 2 éléments, clés, en tout cas dans cette première étape de ton parcours. C'est se Mmh. laisser guider par ses intérêts. Il y a un point important, tu as rappelé le contexte des révolutions arabes et de l'impact des technologies à cette époque-là. Ça veut dire au moins Mmh. une première chose, c'est que tu étais branché à l'actualité. Donc soyez encore une fois informés de l'actualité du monde, géopolitique, culturelle, économique, scientifique. Oui. Donc encore une fois, on repart avec l'importance, cette curiosité qui doit vous animer et ensuite derrière se laisser séduire par les opportunités qui sont autour de vous. Vous êtes à l'université aujourd'hui, peu importe la discipline qui est la vôtre, il y a des événements, il y a des conférences, il y a tout un tas de choses qui se passent autour de vous. Donc, ne vous enfermez pas dans votre discipline, dans Oui. vos programmes, dans vos écouteurs. Soyez alerte et pour pouvoir voir les opportunités de vos environnements et pour ensuite marcher vers celle-ci. Donc, c'est vraiment important d'être à la fois curieux, alerte
et d'aller vers ces opportunités-là parce qu'elles existent. C'est ça une des premières forces de l'université en réalité, de pouvoir créer cet environnement où vous pouvez avoir accès à ces opportunités-là. Donc vraiment là, c'est un cas extrêmement important. On est sur un cours qui est à la base, qui n'est pas un cours, comme tu dis, du tronc commun, qui est optionnel. Tu ouvres une porte, qui mène à une deuxième porte, qui mène à une troisième porte. Et voilà, derrière, tu bâtis une carrière remarquable dans un secteur en plein développement. Donc voilà. Bien sûr, tu avais des qualités, mais encore une fois, il y avait cet élément de Oui. curiosité. Du coup, donc, tu finis ton master à Sciences Po. Qu'est-ce que tu fais après ton master? C'est quoi ton premier Ouais. stage? Que tu vas directement vers la gouvernance du numérique? Est-ce que tu vas pas? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est une très bonne question et juste peut-être un petit point que j'aimerais rajouter parce que c'est vrai qu'en fait, il y a ce côté de curiosité, d'avancer à tâtonner, d'essayer en fait justement de sortir de sa zone de confort. Quelque chose en fait qu'on a brièvement mentionné encore une fois juste, avant que le call, enfin ce panel, commence officiellement, c'est également le besoin de ne pas s'autocensurer. Je pense qu'il y a une particularité parfois dans la société française malheureusement, européenne et pas juste française, c'est partagé par de nombreux pays, d'essayer de s'autocensurer et en fait, c'est presque en fait une pression sociale à être extrêmement stricte et sévère envers soi-même et je pense que quelque part la pédagogie française, également nourrit ça et qui fait en fait qu'on ne se permet pas d'imaginer un ailleurs, d'imaginer un autre possible et je pense que pour avoir une curiosité, pour également, on va dire, aller vers, d'autres horizons intellectuels, qu'on n'a pas forcément autour de soi, que ce soit dans son environnement socio-économique, que ce soit, voilà, dans sa géographie. Il faut vraiment, on va dire, se donner cette permission d'imaginer ce qui est en dehors et je sais que c'est plus facilement dit que fait. Je sais que ça paraît abstrait, mais c'est vraiment quelque chose qui moi m'avait beaucoup frustrée, en grandissant dans le système français. C'est qu'on ne me permettait pas, en fait, de poser des questions simples, mais qui étaient tellement évidentes. C'est comme si lorsque je posais une question, il fallait déjà que j'ai la réponse. Et donc du coup, voilà, vraiment de casser, on va dire, cette sévérité française et cette constante autocensure, c'est essentiel. Et donc voilà, on pourra revenir dessus pour voir comment est-ce qu'on met Bien ça en sûr. pratique de manière plus concrète, mais c'est vraiment pour moi en réfléchissant, c'est presque en fait autant des activités, des rencontres que j'ai eues, mais également un changement psychologique et ça Bien sûr. vraiment je veux insister dessus. Mhm. Hem Ensuite pour, repartir donc du coup sur, le master à Sciences Po, donc j'avais fait également à l'époque, encore une fois et ça c'est je pense qu'on peut également repartir sur ce côté de casser l'autocensure, en tous les cas les restrictions que j'ai rencontrées. Je voulais vraiment faire un échange aux États-Unis parce que j'avais pas en fait les moyens d'étudier là-bas. Mais à travers Sciences Po, j'avais des frais de scolarité qui étaient plus, en fait qui étaient déjà, à la dimension, de, du salaire de mes parents. Donc en fait, c'était, on va dire, échelonné pour que ce soit plus accessible et à travers ça, je pouvais faire un échange aux États-Unis qui, me permettait, heu justement, en fait, de pas payer les frais de scolarité américains que j'aurais jamais pu aborder et je me souviens, en fait, qu'à l'époque, Juste, on excuse-moi m'avait de dit oui, t'interrompre. Une insiste, c'est extrêmement important. J'ai dit dans le premier webinaire, oui, les universités ont des partenariats avec des universités étrangères. oui, Je ne connais pas vos disciplines, mais encore une exactement. fois, vous avez l'opportunité d'accès à des échanges universitaires. Parenthèse close, mais c'est un truc qui revient extrêmement, de manière récurrente dans les discussions qu'on a, l'importance des échanges universitaires. Je te rends la parole, Sacha. Non, tu as tout à fait raison d'insister dessus, le fret, parce Et qu'effectivement bah, oui, Véronique? oui, et si, puisqu'on en est là, moi, je rappelle aussi qu'il faut aussi l'importance de l'anglais tout court, hein, qu'il faut On vraiment va s'y venir, mettre ouais. très vite. Ouais, ouais, il faut vraiment s'y mettre très vite. Ouais, 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 absolument et je réitère, en fait, que pour moi, au départ, je me voyais pas avoir les moyens d'étudier aux États-Unis. Je voyais ça, en fait, comme beaucoup trop cher et en fait, c'est à travers, justement, la découverte d'un partenariat entre mon université et les États-Unis où je me suis dit: «Mais en fait, il faut que je tente le coup». Et je me souviens, j'avais demandé à faire cet échange et on m'avait dit: «Ah non, c'est pas possible, tu as déjà étudié, ta licence, dans un pays anglo-saxon, tu peux pas le faire» et j'ai insisté. En fait, j'ai été chiante, si je peux me permettre ce langage. J'étais chiante et en fait, parfois, justement, surtout en tant que femme, on se permet pas d'être chiante. On se dit: «On n'a pas, en fait, la marge d'être chiante». Mais non, des fois, en fait, il faut oser et quelque part, il faut se désensibiliser quelque part de cette perception sociale de: «Ah, je vais froisser des égos, je vais froisser des personnes». Bien sûr, il faut être toujours respectueux, mais des fois, il faut oser. Si vraiment, en fait, on se dit: «Voilà, ça, c'est ma seule chance d'étudier dans ce pays, qui sinon, en fait, les frais de scolarité sont trop chers», il faut vraiment oser aller de l'avant. Après, si vous êtes bien organisé, vous préparez tout en avance, vous allez voir, le conseil ou la conseillère, des échanges internationaux, bon, c'est toujours mieux. Mais, voilà, encore une fois, cet esprit de ne pas s'autocensurer, d'aller de l'avant et quelque part, si des fois, en fait, il y a cette perception sociale qui parfois nous restreint trop, l'atténuer. Et donc voilà, cet échange universitaire où, j'ai pu, on va dire continuer
prendre d'autres cours dans la même dynamique que controverse numérique que j'avais pris à Sciences Po. Et donc, du coup, qui m'a encore plus renforcée sur le besoin d'être très autodidacte pour mieux comprendre le milieu numérique, également de développer des compétences numériques qui n'étaient pas nécessaires à mon curriculum et qui m'ont juste encouragé que ça, c'était une voie porteuse. Ensuite, je reviens en France et effectivement, j'étais déjà en fait j'avais un petit peu cette tension où j'avais très envie de continuer à nourrir cet intérêt pour l'impact des technologies et surtout de l'intelligence artificielle qui commence à bourgeonner sur notre société, les politiques publiques qui allaient devoir également être développées par rapport à cette nouvelle dynamique. Et le fait qu'il n'y avait pas beaucoup encore de stages par rapport à ça. Donc au final, j'ai fait un stage qui était assez conventionnel par rapport aux personnes qui prenaient mon master. J'ai fait un stage à l'OCDE à Paris, Organisation de coopération pour le développement économique, qui est une agence de l'ONU, donc spécialisée en développement économique. Euh, et j'avais absolument envie de continuer à voir comment est-ce que des organisations publiques pouvaient s'interroger sur l'impact du numérique sur la société, mais également quels étaient les frameworks de régulation, les politiques publiques qu'on devait développer pour justement réussir à avoir des garde-fous éthiques sur l'impact de ces nouvelles technologies. Et je me souviens, j'ai eu cette réalisation quand j'étais à l'OCDE, mais c'est un sujet fascinant, ces personnes sont très talentueuses, mais elles ne savent pas comment utiliser un Google Doc, elles ne savent pas comment utiliser Dropbox. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe d'essayer justement de proposer des recommandations par rapport à ces nouvelles technologies lorsqu'on n'a pas nous-mêmes les clés pour les comprendre dans notre vie de tous les jours? Et là, vraiment, cette tension m'a dit, en fait, ça va être trop long. C'est pas là où il faut que je mise. C'était pourtant le parcours, on va dire, conventionnel. Encore une fois, c'était pour moi la voie normale, la trajectoire. Voilà, tu fais un master en relations internationales à Sciences Po. Ensuite, bien sûr, tu vas avoir envie d'aller à la CDE. Et il y avait également ce côté de, si je puis dire, statut social, perception, on va dire, des autres, qui est important. C'est vrai, elle est non négligeable. Mais au fond de moi, je me suis dit, mais non, c'est pas l'endroit où il faut que je sois. C'est pas là où je vais pouvoir nourrir cet intérêt et vraiment répondre à ces questions qui continuent de m'alimenter. Alors, c'est un point, alors encore une fois, on est que sur des points hyper importants, mais savoir écouter sa propre voix et sortir des sentiers un peu battus, parce que à la fin de la journée, voilà, donc tu as fait un stage dans une organisation qui est très prestigieuse, la pression, même pas seulement la pression sociale, il y a la reconnaissance sociale, il y a le salaire, on va venir sur ces questions-là plus tard, il y a la perspective d'une très belle carrière, et prendre le risque de s'éloigner de ça, parce qu'au final, Sacha, après son stage, a changé de voie, ça peut être perçu comme un risque, mais au final, non seulement c'est un risque à payer, mais au-delà de ça, il faut trouver un secteur qui vous épanouisse. Donc, si vous avez, encore une fois, l'envie d'aller dans un secteur qui, au départ, n'est pas celui de votre domaine d'études, donc une forme de reconversion, entre guillemets, même si là, effectivement, elle avait déjà un peu abordé ces problématiques-là via ses études. D'ailleurs, on va arriver par la suite, on va bien expliciter c'est quoi la gouvernance de l'IA, on va définir un peu les choses, parce que je pense qu'il y a beaucoup de participants aujourd'hui qui ne connaissent pas le sujet, mais en tout cas, même si elle avait déjà, en vérité, la transition était faisable en réalité, parce qu'il y avait déjà cette compréhension de ces sujets-là, il ne faut pas avoir peur de faire ces transitions-là, surtout à vos âges. C'est l'âge où on peut se tromper, se réorienter, recommencer, repartir à zéro. Si on ne le fait pas là maintenant, c'est plus compliqué à 40, disons ça comme ça. Donc voilà, je te redonne la parole. Donc, tu décides, après ce stage-là, de ne pas poursuivre, en fait, donc à l'OCDE. Tu vas où? Tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être aussi pour renforcer, parce que c'est vrai qu'il faut que enfin, je pense qu'il faut avoir une certaine conscience, on va dire un pragmatisme, que c'est également un luxe de pouvoir cultiver ses intérêts, sa curiosité, et que même si j'ai cultivé ça et que j'ai misé dessus, j'ai fait ça en parallèle d'assurer mes arrières, si je puis dire. Donc c'est vrai, je pense qu'il faut être pragmatique et à la fin de la journée, il faut également en fait s'assurer qu'on puisse avoir une formation, qu'on puisse potentiellement rembourser des prêts étudiants. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie réalité, qu'il faut assurer ses arrières, faire quelque chose sans doute qui est porteur, et je suis sûre que certaine que vous tous avez pris ça en vous avez ça en tête lorsque vous avez, choisi vos parcours universitaires. Mais également, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à nourrir sa curiosité en parallèle et vraiment développer une conscience de soi, de là où vous avez potentiellement une valeur ajoutée. Et en parallèle de ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent avec justement l'impact, notamment de l'intelligence artificielle sur la société, c'est cette réalisation qu'on va jamais cesser d'apprendre. Et en fait, les vraies personnes qui réussiront toujours à rester en haut des tendances, à anticiper, l'impact potentiellement néfaste de ces technologies sur la société, ce sont celles qui réussiront à toujours, toujours adapter leurs compétences pour rester, pertinentes par rapport, aux évolutions, du marché, du travail.
Et ça, c'est quelque chose peut-être qui paraît, on va dire, une réalité dure, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui est très excitant parce que ça veut dire qu'il faudra toujours, toujours continuer à développer ses compétences en parallèle. Donc maintenant pour revenir à ta question, Lofred, qu'est-ce que je fais du coup? J'ai appris à coder. Donc du coup, je fais ce stage et encore une fois, en essayant d'être une petite maline, je me dis: «Je peux pas faire, des parcours de web development», je pense qui étaient développés par le wagon de Family à l'époque, qui était très cher parce que justement, il y avait un petit peu ce packaging un peu glamour, de dire: «On apprend à coder et également on fait un parcours, voilà, entrepreneurial». Je pense que j'ai trouvé une formation, il y en a même en fait qui sont, je pense, financées par, l'État pour apprendre à coder et c'était pas quelque chose de glamour. Donc en sortant justement de l'OCDE, également de Sciences Po. Ça a un petit peu surpris, on va dire, ma famille et certains de mes amis. Mais oui, j'ai fait 3 mois pour apprendre à coder où vraiment de 9 heures à 17 heures tous les jours, j'étais devant mon ordinateur et j'apprenais ces lignes de code et je savais que c'était pas forcément pour devenir web développeuse, mais que c'était une compétence dont j'avais besoin pour vraiment parler la même langue que les personnes avec qui je voulais collaborer par la suite et juste mieux comprendre ces enjeux, avoir plus de crédibilité, plus de légitimité et parler la même langue. Donc j'ai misé dessus. J'ai misé dessus, mais encore une fois, en disant que j'ai fini avant ça mon master, j'avais fait un premier stage et donc du coup, je me suis dit: «J'ai la marge de pouvoir entreprendre ça», surtout si je trouve une formation financée par l'État ou qui soit relativement accessible financièrement. Et donc du coup, j'ai fait ça et à la suite, j'ai intégré un premier cabinet de consulting qui s'appelait Bluenove, qui pour moi, on va dire, comme j'ai pas trouvé à cette époque, j'avais pas encore trouvé, mon rôle idéal, qui était vraiment plus sur la recherche et management de projet en, gouvernance de l'IA. J'ai mis, on va dire, un premier pied à l'étalon en trouvant justement cette boîte de consulting qui s'appelle Bluenove, qui était spécialisée en, software, de plateforme citoyenne ou on peut dire également en démocratie participative. Ce qui en fait, c'est beaucoup de termes, je sais, qui Ouais, paraissent un beaucoup petit peu de... On compliqués va comme définir un ça, peu. donc pour, on va dire, ramener ça de manière plus concrète, c'est en gros, reconnaître qu'à travers les plateformes numériques, ça peut être un levier de mobilisation citoyenne et qu'on peut sonder les citoyens sur des textes législatifs, mais également sur, par exemple, comment dépenser des budgets locaux pour justement avoir des formes de participation citoyenne qui soient plus horizontaux, qui soient également plus collaboratifs, mais également sans doute plus productifs à la fin de la journée. Parce que c'est vrai que sur certaines formes de budgets locaux, peut-être en fait que les personnes qui vivent directement dans une ville ont plus de granularité, une compréhension plus fine sur comment utiliser ce budget que quelqu'un, on va dire, qui est, je sais pas, un fonctionnaire de l'État, très Mm. éloigné, de ces différentes réalités-là. Si je peux me J'espère avoir permettre, réussi à synthétiser ça. Dis-moi? bien sûr, bien sûr. Je fais juste une petite incise sur ta formation de 3 mois en programmation Oui. qui a été décisive dans ton parcours. Je l'avais déjà évoqué dans le premier webinaire et c'est un truc que je vais toujours marteler. Peu importe les postes que vous allez occuper, que ce soit dans des postes techniques ou non techniques, par définition, si on s'intéresse aux effets d'une technologie sur la société ou dans un secteur d'activité, il faut avoir un minimum d'appétence pour la technologie. C'est un peu l'histoire de celui qui veut vendre des voitures mais qui ne s'intéresse pas du tout à ce que c'est qu'une voiture et ni ouvrir le capot. C'est un peu compliqué, ça, sa limite. Si je suis l'usager, concrètement, vous utilisez des applications, vous n'avez aucune compréhension de comment marche l'application, à la rigueur, vous êtes juste des usagers. Si vous vous mettez à vouloir vendre des applications ou à gouverner ces applications ou à être chef de produit autour de ces applications, il faut avoir un minimum d'intérêt, je dirais même beaucoup d'intérêt pour ce qui se passe sous le capot. Et donc, ça, c'est un élément extrêmement important et ça prend diverses formes. Là, ça a été une formation de 3 mois. En général, c'est un peu de la formation continue. En général, on parle avec des ingénieurs, on parle avec des gens techniques en continu. Et il faut qu'on sente une forme d'intérêt pour ce qu'ils font parce que c'est le moteur, en fait, derrière lequel ces applications-là fonctionnent. Donc, vraiment, c'est un point sur lequel je veux marteler. Donc, je te rends la parole, mais c'est un point sur lequel est important, même si on n'est pas ingénieur, même si on n'est pas dans une formation technique. C'est très important. Mmh. Je te rends la parole Absolument. là-dessus. Absolument et je pense que là également, on peut bénéficier d'une mentalité un petit peu anglo-saxonne, si je peux me permettre sur le sujet. C'est en fait, la capacité justement à aller au-delà de l'autocensure et avoir une mentalité plus entrepreneuriale. C'est vraiment ça la clé. C'est ne pas avoir peur, avoir cette appétence technologique et ne pas avoir peur d'aller découvrir les disciplines auxquelles on n'a pas forcément une attache au premier abord. Mais vraiment, je pense qu'il faut pas oser aller, prendre des cours, en ingénierie, dans les écoles d'informatique. Hem Et oui, j'étais pas forcément la meilleure de la classe quand je prenais ces cours en parallèle.
mais c'était nécessaire et ça m'a permis vraiment d'avoir une compréhension beaucoup plus fine de ces enjeux. Hem, On peut aller sur TFS pour oui. accélérer un petit peu parce que Oui, je vas-y, trouve que le vas-y. time, ouais. Non, 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 ce qu'on peut passer, Ouais. donc du coup, tu fais cette expérience à Bluenov et ensuite tu rejoins TFS et juste un deuxième point, quand tu vas présenter TFS, là, ça permet de donner, c'est ça que j'ai attendu un peu, pour illustrer de manière très pratique, c'est quoi la gouvernance de l'IA. Donc en présentant TFS, pour nos participants, vraiment expliquer concrètement, ça veut dire quoi être dans la gouvernance de l'IA à travers l'exemple de TFS. C'est une très bonne question et peut-être juste un petit détail encore parce que peut-être ça va être utile pour les participants. J'avais déjà repéré TFS, donc The Future Society, quand je travaillais à Bluenov. Parce qu'ils avaient un partenariat pour développer un débat citoyen sur les enjeux de l'IA. Donc c'était une des premières, on va dire, initiatives pour sonder les citoyens sur leurs peurs, leurs appréhensions, leurs espoirs par rapport à l'intelligence artificielle. Et donc en fait, j'avais commencé à la suite de ce débat à travailler en volontariat pour TFS. Et donc ça également, c'est quelque chose peut-être bien à noter, c'est que j'avais donc du coup mon salaire en consulting de la part de Bluenov, mais en parallèle, je faisais du volontariat et c'est vrai que ça m'a permis, on va dire, comme c'était un petit think tank à l'époque, ça m'a permis de mieux connaître ces personnes et qu'elles misent sur moi. Donc, je suis restée au final au moins un an et demi à Bluenov et ensuite, j'ai sauté et je suis allée à The Future Society. The Future Society, lorsqu'on parle de gouvernance de l'IA, donc en fait, c'est un terme chapeau. Donc, en dessous de ça, on a politique publique de l'IA, régulation de l'IA, éthique de l'IA. Et je définis ça en fait comme avoir les frameworks de gouvernance pour permettre justement de capitaliser sur les bénéfices liés à l'IA tout en minimisant les risques. Donc, c'est vraiment, on va dire, saisir les opportunités, minimiser les risques à travers des protocoles de gouvernance. Et ces Tu peux protocoles donner de gouvernance, tu peux souvent, on donner a des trois exemples piliers. concrets? Oui. Excuse-moi, avant qu'on fasse ces protocoles de gouvernance, tu peux donner, encore une fois pour les participants, des exemples concrets de risques. Quels sont ces Ouais. risques, en fait, qui sont liés à Ah l'IA? oui. Il y a beaucoup Véronique, vous avez, est-ce que c'est une main levée stylo ou? Ah! Parce que souvent, c'est justement, ça crée beaucoup de débats lorsqu'on parle justement des risques par rapport Bah, à l'IA. rapidement, juste citer Bah, les quelques-uns pour risques, qu'ils voient un peu, quoi. alors il y en a tellement, on pourrait avoir une session entière par rapport à ça parce que c'est un sujet qui me fascine. Mais par exemple, les risques de discrimination, que ce soit des discriminations genrées, ethniques, par rapport également à l'âge. Donc il y a, une de mes études favorites a été faite par des chercheuses du MIT, donc Joy Buolamwini et Timnit Gebru, qui ont publié un paper, enfin un papier en 2018 qui s'appelait, Gender Shades, que je vous invite tous à regarder et qui, par exemple, a, fait une analyse des différents systèmes de reconnaissance faciale qui étaient déjà commercialisés aux États-Unis et ont identifié que pour les femmes avec une peau plus foncée, il y avait, plus d'un tiers, d'erreurs de reconnaissance versus pour les hommes blancs, par exemple, il y avait moins d'1 d'erreurs et donc justement par rapport à ça, c'est vrai, une vraie interrogation sociétale sur, lorsqu'on a autant en fait de disparités, justement sur, les compétences de des systèmes algorithmiques qui sont déjà commercialisés. Est-ce que c'est juste sociétalement? Est-ce que un, on devrait les déployer? Est-ce que 2, on devrait justement avoir plus de garde-fous, pour faire des tests justement, que ce soit au niveau de l'industrie, au niveau également des garde-fous de régulation, donc de la part du gouvernement, pour essayer de les déployer? Et 3, une conversation plus sociétale qui est, quelles sont les marges d'erreur qu'on peut se permettre pour la population en général et par segment de la population? Donc par exemple pour le genre, pour les différents, groupes, également en fonction de la couleur de peau et cetera. Donc, ça sont des vraies interrogations sur lesquelles je me suis beaucoup penchée. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a par exemple, l'impact sur, par exemple, le travail, sur la surveillance, cybersécurité, également les coûts énergétiques environnementaux, qui est un nouveau sujet qui est, sous-exploré, qu'il faut absolument qu'on explore avec l'IA générative et j'en passe. Mais, Voilà, c'était une parenthèse close, s'il mais te ça donnait, plaît, voilà, Leufra, tu es un quelques autre exemples. expert donc, Non, 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 justement, ouais. non, c'est une très bonne. C'était juste pour donner un peu un exemple concret. Donc, on peut revenir à TFS avec le framework, effectivement. Mais là, pour le coup, ça donne un peu un exemple plus concret. Mais tu peux reprendre, c'est bon. Vas-y. Absolument. Et comme Lofred également est un des meilleurs experts sur le domaine, n'hésite pas également à intervenir et à rajouter certains éléments. Donc voilà, c'est clé en fait de dire il y a beaucoup de risques par rapport à l'intelligence artificielle, comme on a mentionné, de discrimination sur le travail, cybersécurité, mais également énormément d'opportunités. Et en fait, c'est impossible de regarder seulement un des côtés de cette équation. Cette équation, à ces deux formules. Il faut absolument contempler justement ces risques et opportunités pour développer une IA responsable et des protocoles de gouvernance.
Une autre manière également de regarder ça, et ça encore une fois, si je me permets de dire, tout le domaine de la gouvernance de l'IA, même si Fred et moi-même évoluons dedans depuis au moins 5-6 ans, c'est encore quelque chose qui est en train d'être défini au niveau académique. Et donc moi, je regarde ça à travers 3 piliers. Le pilier, on va dire, des soft laws, donc on va dire des normes, des recommandations et pour une IA éthique, par exemple. Ensuite, à travers les lois. Donc là, on a vraiment des nouvelles régulations qui sont apparues depuis l'année dernière avec le AI Act pour l'Union européenne, qui est la première régulation mondiale en termes d'intelligence artificielle. Heu et le troisième pilier qui est l'implémentation au niveau industriel, donc avec des audits algorithmiques à travers des techniques, par exemple, qu'on appelle de red teaming, heu et à travers des standards. Donc voilà, ça, c'est vraiment ces 3 piliers. Donc on va dire les normes, heu standards. Ensuite, on va avoir les lois et ensuite on va avoir l'implémentation industrielle et les audits notamment. Et je pense que c'est ces 3 piliers qui font tout le panorama de ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance de l'IA. Super. Et du coup, toujours pour avancer, donc à TFS, quel était ton rôle? Voilà, quel était ton rôle? Et après, on parlera de la question des salaires et des responsabilités. Mais voilà, au départ, quel est ton rôle à TFS? Bien sûr. Donc j'ai commencé en tant que ce qu'on appelle chercheuse en politique publique de l'IA et manager. Donc vraiment, il y avait toujours cette double étiquette de faire de la recherche, mais également bien sûr, de diriger, enfin d'être chef de projet. Et donc pour donner quelques exemples des projets que j'ai pu coordonner, j'ai travaillé directement avec la Tunisie et à travers une agence de développement qui s'appelle GIZ, qui est financée, par l'Allemagne, pour développer la stratégie nationale en IA de la Tunisie. Donc ça a été vraiment une expérience fascinante où, j'ai collaboré avec 4 ministères, donc par exemple celui de l'éducation, celui du numérique, heu et différents experts locaux pour justement essayer de faire, ces protocoles de gouvernance de l'IA, donc saisir les opportunités qui étaient propres à la Tunisie pour développer leur secteur industriel par rapport à l'IA, mais également pour pouvoir résoudre certaines problématiques qui étaient propres au pays et à la région. Donc j'ai collaboré avec la Tunisie, on a façonné leur stratégie nationale en IA. J'ai également collaboré avec une nouvelle plateforme de gouvernance qui a été lancée en 2020, qui s'appelle le Partenariat mondial en IA, pour travailler, en fait, coordonner l'un de leurs groupes de travail sur l'usage de l'IA pour essayer justement de résoudre la pandémie et les questions de Covid. Et donc ça, vraiment, c'était un projet fascinant. Ça a duré environ 6 mois où j'ai dû faire le panorama de toutes les initiatives qui a été lancées, qui utilisaient l'IA, que ce soit à travers notamment des systèmes de c'est difficile d'utiliser cette terminologie en français. Donc peut-être là, je partais un tout petit peu en franglais, mais en gros, de pouvoir faire du modélage informatique computationnel, par exemple, avec DeepMind, pour pouvoir en fait mieux comprendre ces protéines et comprendre comment elles peuvent se développer. Il y avait également des questions, on va dire, organisationnelles, donc par exemple de gestion, de, du nombre de lits d'hôpitaux. Donc voilà, faire un panorama de comment on pouvait utiliser l'IA dans un contexte de pandémie, heu et faire des recommandations à la suite des, meilleures initiatives qu'on avait pu identifier. Et Et juste, après bien sûr oui, dis-moi? ouais, je sais qu'il y a beaucoup d'exemples. Là, je trouve qu'on a déjà voilà, des exemples hyper concrets. Est-ce que tu peux nous donner un Ouais, peu une description de ta journée type pour, voilà, pour que les étudiants puissent un peu oui, imaginer, donc des exemples concrets de projet, comment tu t'organises pour délivrer un projet comme ça? j'adore cette question, c'est vrai que c'est important. Heu, donc nous, on travaille beaucoup sur Slack. On travaille beaucoup sur, tous ces outils digitaux. Ma journée typique, c'était sans doute, donc commencer par regarder justement sur Slack s'il y avait des to-do urgentes. Également, pouvoir résoudre des problématiques, qu'on devait encore, résoudre hier. Une fois par jour au moins, j'avais, un appel d'équipe. Donc un appel d'équipe, on va dire, pour le projet sur lequel je coordonnais, que ce soit la Tunisie, que ce soit ce projet sur l'IA, pour la pandémie. Au moins une fois par semaine, on avait, un call d'alignement avec l'équipe et ensuite j'essaie vraiment également de cloisonner, de protéger des zones de travail productives. Donc d'avoir, au maximum, ma journée libre avant 15 heures, donc éviter les appels avant 15 heures, pour pouvoir vraiment avoir avancé sur mes projets, me focaliser, ne pas trop avoir de pollution, on va dire, à travers les notifications et à partir de 15 heures avoir plus des calls d'équipe, des calls pour le projet ou avec des collaborations externes et au final, ça passait très, très vite.
Super. Et en termes de salaire, c'est quoi tu gagnes à peu près combien quand tu étais à TFS? Et ouais, est-ce que ça paye bien en fait aussi la gouvernance de l'IA de manière plus pratique, quoi? Ah oui, c'est aussi des Je questions. pense que maintenant, non, c'est une très bonne question. Je pense que maintenant, on gagne beaucoup mieux. Je pense que quand j'avais commencé, encore une fois, c'était un pari. C'était un pari parce que TFS, enfin voilà, quand je disais aux personnes, je travaille sur la gouvernance d'IA dans un think tank qui s'appelle The Future Society, on me regardait avec des grands yeux. Je crois que quand j'ai commencé, j'ai pu utiliser, le salaire que j'avais en consulting pour avoir quelque chose de similaire en recherche. Donc ça également, c'est quelque chose de bon à savoir, c'est que c'était un outil de négociation. Je pense que j'avais autour de 50 000 par an et après c'est monté à peut-être 80 000, je pense, pas loin de 80 000 à la fin quand je suis partie 3 ans plus tard, Ouais. après 2 levées de fonds de TFS. Et ça fait combien un peu en net? Parce que je pense qu'ils sont encore jeunes, donc ils sont pas très familiers des fiches Ah de oui, paie. c'est une bonne question. Je pense que sur la fin, j'avais, aussi peut-être sur la fin quelque chose qui est important à mentionner, c'est que j'ai négocié de faire un 4 jours par semaine et j'avais 5 000 $ par mois, donc c'était pas Ok, mal. voilà, à peu près, voilà. Ouais. Moi aussi, quand je travaille du coup pour donner des ordres de grandeur, quand je travaille au Conseil national du numérique, pareil sur les enjeux de gouvernance, hein, j'étais à peu près voilà, à 50 000 euros par an et je devais être, voilà, je devais être autour de 3 000 euros net et j'avais 26 ans, je crois, à l'époque. Voilà, un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est ce qui est très bien, j'avais aucun problème. C'est pour dire aussi que c'est des domaines qui payent bien, qui payent voire très bien. Encore plus maintenant, parce que ça s'est encore plus développé, il y a encore plus d'opportunités. Donc, on n'est pas payé autant qu'un ingénieur parce qu'on ne construit pas le produit, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est moins d'avoir des carrières à la fois hyper intéressantes et vraiment confortables. Donc, c'est un point important à Ouais. préciser. Oui, exactement. On peut être confortable et je pense encore une fois, je pense que les ordres de grandeur que nous donnons avec le Fred, c'était ce qui s'est passé, je sais pas, je vais pas dire quel âge on a, mais il y a On n'est 5 pas ans si vieux. peut-être, 5 6 ans. Mais c'est vrai que maintenant, je pense que les ordres de grandeur sont beaucoup plus Ouais. intéressants et aussi plus lucratifs parce qu'on peut faire des missions dans le privé, voilà. Donc L'autre- j'encourage. Alors, Ouais. on arrive vers la fin, après, on va vraiment ouvrir hein, pour les Oui. étudiants. Parcours passionnant. Donc, j'ai partagé des liens en anglais. J'ai aussi mis en commentaire que c'était extrêmement important. Euh, Toi, l'importance de l'anglais, c'est à quel moment que tu t'en rends compte dans ton parcours? Et aujourd'hui, quelle est la part d'anglais? Bon, c'est un peu biaisé parce que tu es chercheuse aujourd'hui à Harvard, mais même avant ça, quand tu étais à Paris, à TFS, c'était à Paris, c'était quoi la part de l'anglais dans ton quotidien, en fait? Ah bah, elle était importante, elle était très importante. Déjà et je pense que c'est parce qu'on l'a mentionné, les sujets d'IA, en fait, c'est des sujets de tendance également. Il faut juste être très, très, très au courant de l'actualité et donc du coup, pour ça, pour s'informer, je regarde beaucoup, encore une fois, même si la plateforme a beaucoup changé sur Twitter, dans l'actualité, donc il faut pouvoir comprendre l'anglais pour même comprendre, être en fait les premiers à comprendre comment ces technologies sont en train d'évoluer. Enfin, je veux dire, la semaine dernière, il y a Sora, qui est apparu, enfin, le cycle technologique avance tellement rapidement que l'anglais est essentiel pour pouvoir rester, on va dire, même au courant de ce qui se passe. Donc vraiment, je ne pourrais pas encourager assez et surtout, comme en fait on peut le voir durant ce call, beaucoup des terminologies sont définies par les acteurs anglo-saxons. Juste parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ces technologies viennent notamment de la Silicon Valley et donc pour donner, un exemple, foundation models, je ne sais toujours pas comment traduire ça en français, juste parce que ce terme a été défini hyper récemment par des chercheurs à Stanford. Donc aujourd'hui, on est dans un cycle hyper actif technologique où quelque part, on va dire, des acteurs de la Silicon Valley vont sortir un nouveau modèle algorithmique, vont le définir avec leur choix de termes. Et encore une fois, on pourra avoir toute une session sur toutes les dynamiques de pouvoir, en fait, qui font qu'on choisit un terme versus un autre parce que commercialement, c'est plus attractif et lucratif. Et on n'a pas encore le temps de le traduire en français. Donc voilà, je ne veux pas insister assez sur le besoin de manier l'anglais. Ok, super. Et on arrive un peu, donc, on va ouvrir maintenant vraiment la discussion, mais Oui. une dernière question. Alors, j'aimerais qu'on finisse avec quelques conseils pratiques pour les étudiants. Avec le recul, ton expérience, voilà, quelles sont pour toi les trois qualités principales qui permettent d'évoluer dans ce secteur d'activité, que tu penses qui sont indispensables à des étudiants qui voudraient s'orienter dans ce secteur? Curieux et ouvert d'esprit, donc vraiment ne pas hésiter à sortir des sentiers battus et ne pas s'autocensurer et vraiment là, c'est quelque chose qu'il faut quelque part pour moi, je pense, casser de cette mentalité française. Ne pas être trop strict vis-à-vis de soi-même, heu et en fait, oser parfois, on va dire, prendre le devant. Donc ça, très important. Être très proactif, donc également, en fait, quelque part, c'est lié à une connaissance de soi.
Mais être proactif, une fois qu'on a quelque chose qui nous intéresse, où on voit en fait que c'est un domaine qui est porteur. Aujourd'hui, on parle notamment de la gouvernance de l'IA. Peut-être que dans quelques années, ça sera du compute, algorithmic computing, ça peut être quelque chose d'autre, quantum computing. Vraiment être proactif, prendre le devant et ne pas en fait, on a parlé également du réseau, je pense au tout début de ce call, ne pas avoir peur, on va dire, d'aller vers des autres. Ça, c'est quelque chose en fait qu'on fait, à travers en se reposant sur les connexions et l'expertise des autres. Heu et peut-être, le troisième, oui, je pense à avoir, un parcours interdisciplinaire. La gouvernance de l'IA, mais en fait, je pense comme beaucoup des métiers du futur, ça va être, ça reposera sur une interdisciplinarité et c'est OK si on a un domaine dans lequel on est très fort et un autre dans lequel on est moins, parce que c'est aussi une question de parler le même langage et de comprendre justement la mentalité, la psychologie, de cette autre discipline. Super. Place aux questions. Donc, on a une première question que je vais reformuler un peu de Rostand. Donc, je ne sais pas si tu vois dans le chat, mais je suis intégrateur de SIA pour des clients. Suis-je assujetti aux obligations, exigences selon la réglementation? Et je pense qu'il évoquait les Act. Juste pour te répondre rapidement, Rostand, il faudrait avoir quel type de cas d'usage, avec quel type de cas d'usage tu deals actuellement, parce que les actes, en fait, réglementent les cas d'usage. Donc, après, derrière, les acteurs qui développent les modèles ou les utilisent, je me permets de répondre parce que je connais aussi le sujet. Donc, tout dépend, en fait, de ton cas d'usage, mais la personne qui peut te répondre de la manière la plus simple, c'est le directeur ou la directrice du département juridique qui devrait savoir quelles sont les normes qui vont s'appliquer par la suite. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on est toujours dans une phase, l'acte vient d'être adopté politiquement, donc c'est une législation européenne, la première sur l'IA au niveau mondial. Donc on rentre dans ce qu'on appelle la grace period, donc pendant 2 ans où elle ne sera pas encore mise en application. Tu as encore un peu de temps, mais concrètement, il faudrait comment dire, aller plus loin dans qu'est-ce que ta société fait, quel type de modèle, et j'aimerais pas trop, ça nous éloigne un peu de la conversation, donc voilà, c'est un peu une réponse rapide, et j'aimerais plutôt ouvrir là avec la question aux étudiants, et voilà, si vous avez des questions, je vois aussi Véronique a une question, donc voilà, on prend les questions. Alors moi, j'ai une question qui m'avait été posée après la première conférence et je pense que Sacha peut y répondre. Il y avait un étudiant qui me disait tout simplement, bah, c'est bien beau de dire qu'il faut qu'on développe notre réseau, mais moi, quand je suis en recherche de stage, je fais des lettres de motivation, je me fais accompagner et c'est compliqué. Est-ce que vous avez des pistes pour ça Comment ça s'est Ah oui, non, passé? c'est Parce une que Sacha, elle dit, elle est ouais. passée d'une entreprise à une autre. On parle de curiosité, d'intérêt, mais c'est compliqué quand même. Ouais. Ouais, non, c'est une très bonne question. Quelque chose que je fais toujours, c'est que, lorsque je vois une position qui m'intéresse, je regarde le profil des personnes qui y travaillent, donc pas forcément les dirigeants, mais les personnes qui seraient, on va dire, au même, échelon que moi et je les contacte pour avoir un appel, mais également pour, potentiellement, si c'est des personnes que je connais un petit peu mieux ou que j'ai eu un premier échange positif, pour qu'elles m'envoient, par exemple, dossier de candidature ou qu'elles relisent mes lettres de motivation. Donc vraiment ne pas hésiter à contacter directement les personnes qui ont la trajectoire que je veux ou une trajectoire similaire pour qu'elles relisent mes documents ou partagent et vraiment j'ose demander. Je demande toujours: «Est-ce que tu veux partager avec moi ton dossier de candidature ou relire les miens?» Et c'est pas grave s'ils disent non, c'est pas grave. Il faut vraiment se désensibiliser encore une fois, d'avoir peur, de la perception sociale et se dire: «J'ai plus à gagner qu'à perdre par rapport à ça». Donc vraiment aller vers les autres, donc repérer, c'est quelque chose de repérage. Donc par exemple, j'ai envie de travailler pour une boîte, je regarde sur LinkedIn qui y travaille, je regarde si j'ai des connexions communes. À travers ces connexions communes, s'il y a quelqu'un avec qui c'est un contact assez fort, je demande à cette personne une introduction. Pour éviter que cette personne perde du temps, je rédige moi-même l'email, ou le message LinkedIn pour qu'elle l'envoie de ma part. Donc vraiment, je mâche le travail au maximum, mais également très stratégiquement, je regarde qui a une connexion en commune et cetera. J'ai cette introduction. Une fois que j'ai cette introduction, heu, je demande directement ce qu'ils ont envoyé pour participer, enfin pour rejoindre cette entreprise ou cette université et de relire mes documents. Et ça, encore une fois, je ne peux pas insister. Peut-être que c'est quelque chose qui est un peu anglo-saxon, moins dans la mentalité française, mais il faut oser. Il Si faut on y aller, n'ose ouais. pas, on n'y arrive pas. Alors, Ouais. juste pour rebondir là-dessus, excellente réponse, Sacha. Il y a un truc qui m'a surpris, moi, énormément, je vous dis honnêtement, pour ceux qui sont peut-être qui avaient assisté à la première conférence, personne ne m'a envoyé un message sur LinkedIn, mais vraiment personne,
ne serait-ce que pour, je sais pas, me revenir sur un point qui a été évoqué, parler d'une opportunité. Donc, même là, parce que vous êtes encore jeune, vous n'avez pas encore ce réseau nécessairement que moi, Sacha, avant, parce qu'on est beaucoup plus vieux, mais on a aussi une carrière qu'on a développée entre-temps, mais on fait partie aussi de vos réseaux. Parce que là, on parle de quoi? Il y a 30 personnes qui sont inscrites, on n'est pas sur 200 personnes. Donc, si on a deux, trois qui ont des questions, qui veulent suivre, qui ont vu un post, qui ont des questions, qui ont envie d'y aller, on fait partie de ce réseau-là, mais c'est une démarche. Et sur la première conférence, personne ne m'a contacté. J'ai vérifié avec l'intervenant, personne ne l'a contacté. Donc, c'est aussi une question d'attitude. Donc, allez-y, n'hésitez pas à nous contacter, vous n'êtes pas très nombreux, on serait ravis d'échanger, donc il faut aussi y aller. Voilà. Oui, Ah, je mais rappelle c'est une aussi excellente. que... Oh, pardon. Non, non, allez-y. Oui, je voulais juste dire aussi, euh, j'en vois régulièrement, par exemple, Lefred avait fait une interview en anglais que j'ai partagée aux étudiants, et je pensais justement que ça allait créer l'intérêt. Donc, c'est aussi prendre l'habitude aussi de lire ce qu'on vous donne pour voir pourquoi on vous le propose. Je pense que c'est important de comprendre que justement vous accompagner, c'est aussi vous apporter aussi des clés et parfois vous en profitez pas. Donc c'est dommage. Voilà, quand on vous propose de lire un lien, qu'on vous dit que un des intervenants a fait un interview, que c'est en anglais, que c'est facile d'accès, parce que si moi j'ai compris, je pense que les étudiants peuvent comprendre. Donc voilà quoi. Donc essayez de profiter de ça. C'est vraiment profiter du réseau, profiter de toutes les opportunités. Vraiment vraiment les mails et les informations qu'on vous apporte peuvent être un début. Exactement. Et moi, du coup, je vois aucune question, mais j'ai une question, moi, pour toi, du coup, Sacha. Alors, on a évoqué ce sujet de la gouvernance de l'IA, et je me mets à la place des étudiants qui cherchent encore une fois des opportunités d'emploi. Quel type d'organisation recrute des personnes comme toi? Est-ce qu'on parle de cabinet de conseil? Tu l'as évoqué. On parle d'organisation internationale, tu l'as aussi évoqué. Tu en parlais de politique publique, mais est-ce qu'il y a aussi des grands groupes privés, des grosses boîtes tech? Est-ce que Ah c'est bah oui. voilà, qui embauche des gens comme toi et moi, en fait? Oui, 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 absolument. Et en fait, quelque part, j'ai envie de rebondir sur la question du Rostand, parce qu'en fait, c'est exactement ça, la question qui est en train de se poser à l'intérieur de beaucoup de groupes industriels en ce moment, parce que le AI Act est passé, donc du coup, première régulation en IA européenne, qui va être, je pense, aussi importante que, voire plus que la RGPD. Et donc, quelque part, ça va demander de nouveaux champs d'expertise. Donc, quelque part, moi, si j'étais une petite maline, et j'étais aujourd'hui déjà dans un groupe industriel, voire start-up, mais surtout groupe industriel, parce qu'il y a plus les moyens, je me dirais: «Ah, je peux être cette première personne à m'intéresser sur l'implémentation du AI Act et les protocoles justement, de vérification qui vont être effectués pour justement développer cette expertise en interne et devenir un élément essentiel». Parce que c'est vrai, une des premières choses qu'on pense par rapport à l'IA, c'est, ça paralyse parfois, ça fait peur, ça paralyse. On se dit qu'on a besoin d'avoir un vrai champ d'expertise et c'est vrai, je ne dis pas qu'il ne faut pas développer certaines compétences qui sont propres à l'IA ou la gouvernance de l'IA, mais je pense également que beaucoup de ces informations sont bien plus accessibles que l'on pense et que c'est une vraie montée en compétences pour les personnes qui sont entrepreneuriales. Quels sont les postes fonctions qui gravitent de la gouvernance de l'IA en entreprise? Bah, je pense que c'est un petit peu la même chose où on va avoir de Chief Data Officer ou Chief Technology Officer. Je pense vraiment en fait qu'en interne, il y a de plus en plus de boulot qui sont en train de se monter sur à la tête de la recherche ou du product management en gouvernance de l'IA. Donc, encore une fois, je pense que il y a un lien avec les sessions que vous avez sur product manager, mais c'est un peu product manager en gouvernance de l'IA, à la tête de la recherche, à la tête des questions de compliance. C'est tout un champ de métier qui est en train d'évoluer. Exactement. Encore une fois, pour refaire la timeline, le AI Act a été officiellement, on va dire, adopté à la fin de l'année, mais pour les risques, enfin les systèmes en IA de haut risque qui vont devoir être compliant, il y a une période de 2 ans avant l'implémentation. Donc en fait, entre maintenant et les 2 années prochaines, le panorama des entreprises va énormément changer et il va y avoir la création de beaucoup, beaucoup plus de postes en gouvernance de l'IA précisément dans les 2 prochaines années. Alors, Est-ce ça qu'il se y a développe là, une question. Ouais. Vas-y. Non, Vas-y, non, vas-y, non, dis-moi. vas-y. Est-ce qu'il y a eu des mesures concernant des droits d'auteur pour l'IA générative? Hmm. Alors Dieudine, effectivement, ça, c'est une question fascinante et c'est ce sur lequel il faut se pencher. On est en train de se pencher, mais non, c'est pas du tout résolu. En fait, un des problèmes par rapport, au règlement européen sur l'IA, c'est que, ça a commencé, en fait, il y a 3 ans, avant le boom de l'IA générative et que donc du coup, ça s'est penché sur, plein de systèmes, on va dire, d'IA traditionnels, si je peux me permettre, mais pas forcément sur, toutes les implications de l'IA générative.
Donc, on a besoin de cerveau, on a besoin de personnes mobilisées comme vous pour nous aider à y répondre parce qu'on n'a pas du tout toutes les clés en main. Juste, ouais, excellent. Juste en complément, je vais te répondre aussi, Rostand. Ces problématiques-là sont discutées actuellement. Donc, si vous vous intéressez à ça, un truc très simple aussi pour répondre en complément à Djihadedine, peut-être que je prononce mal ton prénom, excuse-moi, écrire des articles sur ces sujets-là. Faites de la recherche, cherchez un peu en ligne, en fait, sur cette problématique-là. Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui sur cette problématique-là au niveau des régulateurs? Et demain, je ne sais pas si tu avais un blog sur Medium ou autre, écrivez un premier article là-dessus, qui va être un peu une synthèse de ce que vous avez pu lire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on écrit, on comprend et on apprend. Et ça donne aussi une forme de visibilité sur ces sujets-là. Et quand dans 1 an ou 2, quand on va chercher un emploi, on va dire, mais vous connaissez cette problématique-là? Bah oui, ça fait 1 an que je la couvre. Bah en fait, en parallèle de mon master, ça me passionne, j'ai écrit des articles, j'ai regardé, je suis parti à des salons, je suis parti à Paris, j'ai vu des choses. Bah, ça vous donne plus d'assurance et aussi ça soit une petite crédibilité. Donc ça, c'est un truc extrêmement important, être proactif et c'est d'écrire, d'être un peu visible sur une problématique nouvelle. Ça permet souvent en fait de faire un peu son trou. Et moi et Sacha, on l'a fait, mais on a abusé de cette méthode-là, ça nous a amené assez loin. Surtout moi, j'ai beaucoup écrit là-dessus à un moment donné. Mais passons. Pour répondre à Rostand, oui. Alors, sur la partie gouvernance, donc on l'a dit, il y a des critères, on va avoir des critères de gouvernance autour de ces outils-là, autour de ces modèles-là. Il faut pouvoir évaluer la mise en conformité de ces modèles envers ces critères. Et une part de cette évaluation, elle est qualitative. Donc concrètement, c'est demander aux gens s'ils ont suivi les bons processus. Et une part de cette évaluation est quantitative. Et c'est dans le secteur, dans l'aspect un peu plus quantitatif que moi je suis actuellement à Troera, où on a des outils concrètement qui vous permettent d'évaluer le degré de biais d'un modèle. On peut dire ce modèle, concrètement, a tendance à plus favoriser les hommes que les femmes. Si on parle par exemple d'un modèle d'évaluation de crédit ou de prêt bancaire, demain vous allez acheter une maison, on peut analyser ce modèle-là, n'importe quelle banque qui offre des prêts, on peut vous dire, ce modèle-là est plus biaisé envers tel groupe démographique. Et donc, il y a tout un tas d'acteurs qui développent des outils technologiques qui permettent de faciliter la gouvernance de l'IA, et c'est des sujets passionnants. Donc, je vais mettre un lien là-dessus, ça vous intéresse, mais effectivement, il y a des outils qui existent. Alors, d'autres questions? Alors, je vais muter l'autre, mais est-ce qu'on a d'autres questions? Parce que j'ai parlé un peu rapidement, mais mutez-vous, s'il N'hésitez vous pas, ne plaît. soyez pas timide. Ouais, n'hésitez Et je pas. Et pense que voilà. là aussi, on va dans le côté bien concret. J'aime bien. Et très bonne question aussi, Borel. La relation entre la gouvernance de l'IA et l'éthique de l'IA. Bah, quelque part, en fait, on fait des protocoles de gouvernance de l'IA pour réussir, on va dire, à réduire les risques éthiques liés à l'IA. Donc, par exemple, lorsque l'OFRED parle de disparité entre les crédits qui sont donnés en fonction du genre, donc les femmes, en fait, ont moins d'obtention de crédit, par exemple, ou plus de discrimination à l'emploi, en fait, c'est un risque éthique. C'est un risque, on va dire, quelque part, de justice également sociale, socio-économique. Et donc, en fait, les protocoles de gouvernance interviennent pour pouvoir réduire ces risques éthiques pour la société. Donc, quelque part, je vois un petit peu gouvernance de l'IA comme on va dire, le terme sous lequel vient s'inscrire beaucoup d'implications, telles que les implications éthiques, les implications de régulation, les implications d'audit. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions du type, que ce soit sur la gouvernance de l'IA ou sur les fonctions de gouvernance de l'IA, allez-y. Soyez pas timide, on a Peut-être encore quelques quelque minutes. chose, Go ahead. oui, n'hésitez pas. Peut-être quelque chose également pour rebondir. J'ai beaucoup aimé, vos suggestions, Véronique et Lofred, justement sur l'usage de LinkedIn. Parce que c'est vrai, en fait, si vous participez, en fait, une bonne stratégie, si vous intéressez à un métier et vous avez quelqu'un de cette entreprise ou de cette organisation qui font une intervention publique, vous y allez. Soit, en fait, vous allez la voir à la fin si c'est quelque chose en personne pour la remercier, faire un échange de contacts, prendre leur LinkedIn. Soit vous leur envoyez un petit message, que ce soit sur Twitter. Bon, Twitter, bon, je ne sais pas si ça marche toujours pareil, mais en tous les cas, moi, je faisais pas mal ça à l'époque. Et LinkedIn, pour les remercier et notamment peut-être rebondir sur l'un des points qu'ils ont dit. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus efficace que l'on pense. Ouais, ou juste en complément là-dessus, n'oubliez pas que l'objectif, en fait, quand on parle de réseau, parce que c'est un terme qui est un peu galvaudé, qui est parfois mal vu, ça fait un peu, voilà, je gratte un peu des relations par intérêt. C'est pas ça, mais il y a un principe de base, en fait, dans tout groupement humain, c'est qu'on veut s'associer avec nos pairs, à des gens qui partagent nos intérêts. Et en fait, le fait que vous allez contacter ces personnes-là, que vous produisiez du contenu, que vous soyez actif, c'est des signaux que vous envoyez en disant, je suis l'un des vôtres. On fait partie du même groupe, en fait. On a le même intérêt autour de cette problématique-là, donc on peut échanger. Et c'est extrêmement important d'identifier ses pairs dans la vie.
des gens des compagnons de route, en fait, qui vont partager nos intérêts. Sacha, c'est comme ça qu'on s'est connus, en fait, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais on Ouais. s'est connus à une conférence que je donnais à l'époque sur ces Oui. sujets-là, il y a des années. Et puis, c'était à la conférence, après, on a échangé, on est devenus amis, et puis voilà, 7-8 ans plus tard, on est devenus très bons amis. Mais voilà, c'est parce qu'au départ, on a un intérêt commun pour une problématique. Et c'est ça la vie aussi, donc il faut y aller. Ouais. Alors, une requête SQL pour... Alors, on a des questions, là, pour le coup. Rostand, je vois que tu as beaucoup de questions au boulot. Qui sont un peu au-delà du scope de cette présentation. Et encore une fois, je n'ai pas assez de détails pour pouvoir te répondre. On peut en parler, vous avez accès à mon LinkedIn, si tu veux, on peut en parler sur LinkedIn, mais là, je pense que ça va au-delà je pense aussi aux autres participants, donc peut-être discussion offline. Vas-y, Véronique. Ouais. Oui, alors justement, comme on parlait de LinkedIn, moi, je vais réagir. On parlait de comment l'utiliser, par exemple, pour les étudiants de l'université. Nous, par exemple, quand on a besoin, par exemple, de contacter des entreprises, on utilise évidemment Réseau Pro, hein, qui est la plateforme de l'université, mais on va chercher, par exemple, par rapport au secteur, les anciens étudiants. C'est notre entrée. C'était pour rebondir sur ce que vous aviez dit. Je cherche les anciens étudiants et ça me permet de voir qui était. Alors, maintenant, on a un nouveau nom, on s'appelle l'Université Sorbonne Ouais. Paris Nord, mais je cherche sous les deux noms, c'est-à-dire Université Sorbonne Paris Nord et Université Paris 13. Comme ça, je peux te contacter l'OFRED. Ouais. Un point sur lequel je vais rebondir, vous êtes dans un secteur, en tout cas l'IA, qui est en train de se développer. Ça veut dire que c'est pas seulement qu'il y a des opportunités, c'est que le coût d'entrée est très faible. Si vous me dites, voilà, mon rêve, c'est être cadre dans la finance, être trader de haut vol à Londres ou à Genève, la difficulté, c'est qu'on parle d'un secteur institué avec pas mal de codes, très vieux. En fait, la barre d'entrée, quand on n'est pas du CIRA, elle est quand même beaucoup plus élevée. Il faut maîtriser les codes, il faut chercher le bon master, il faut ceci, il faut cela. Alors que là, quand on parle d'informatique en ligne avec des gens qui sont dans la pratique, qui bâtissent des choses, ben, en réalité, ces gens sont beaucoup plus accessibles. Parce qu'en fait, ils n'exercent pas nécessairement, les gens qui sont passionnés de ces sujets-là, ils sont développeurs dans des entreprises, ils sont dans la gouvernance de l'IA comme Sacha et moi, mais en fait, à côté, ils sont passionnés. Donc, vous pouvez les croiser ailleurs et vous pouvez aussi intégrer ces secteurs plus facilement. Donc, il faut aussi être un peu stratège en se disant, est-ce que c'est plus compliqué pour moi, sachant mon parcours, mon background, milieu un peu populaire, ainsi de suite, de rentrer dans un secteur dont la barre d'entrée est en fait relativement faible, parce que ça se construit, c'est nouveau, ou je vais dans un secteur qui a ses règles, qui existe depuis 300 ans. Voilà, moi, c'était un peu des questions très pratiques que je me suis posées, mais qui au final ont payé, quoi. Donc, voyez aussi le coût d'opportunité qui, je pense, c'est plus simple de rentrer dans notre secteur aujourd'hui que dans d'autres secteurs, par exemple. Voilà, un autre point. Vas-y. Et pour les étudiants là aujourd'hui, on a vu le parcours de Mettez-vous, Sacha. s'il vous plaît. Ouais. Mais pour les étudiants qui hésitent parce qu'ils ont l'impression de ne pas être excellents, parce que moi j'ai aussi cette question-là, je suis moyen, je suis pas un étudiant brillant. C'est vrai que moi je connais ton parcours, Lofred, mais quand on entend le parcours de Sacha, on a l'impression quand même que il faut être un bon étudiant. Enfin, ça veut dire quoi pour vous, ça? Je vais compléter, mais je te laisse y aller en première, Sacha. En fait, j'ai pas toujours été une bonne étudiante. C'est ça le secret. J'ai pas toujours été une très bonne étudiante, hein. Par exemple, quand j'avais postulé, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Il y a des choses où j'ai eu des très bonnes notes et des choses où j'étais vraiment plutôt même pas dans la moyenne, hein. Et et quelque part, c'est s'auto-accepter. La réalité, c'est que c'est difficile, en fait, lorsqu'on est interdisciplinaire et lorsqu'on a cette sorte d'élasticité, d'être bon partout. C'est pas facile et je pense que c'est pas forcément ce qui est toujours demandé. Ce qui est demandé, c'est OK, effectivement, il faut avoir une certaine, des fortes compétences dans un domaine, mais après, avoir cette élasticité. Mais la réalité, c'est que et beaucoup de personnes autour de moi, aussi à Harvard, hein, ça peut paraître, surprenant, mais ont pas toujours été les premiers de la Ouais, classe, ont pas toujours été brillants. Par contre, ce sont les personnes qui ont été les plus entrepreneuriales, ce sont les personnes qui ne sont pas autocensurées et qui ont fait, en fait, qui ont osé, contacter les autres. Toujours. exactement. Souvent, en fait, les personnes autour de moi sont les premières au courant sur les sujets parce qu'elles s'informent. Elles sont toujours, toujours dans cette réactivité. Alors, juste en complément, effectivement, c'est-à-dire qu'un point très important, les difficultés ou les échecs d'aujourd'hui ne conditionnent absolument pas les succès de demain. Donc, on a souvent, surtout à cet âge-là, on a tendance à se projeter en se disant, voilà, si je galère aujourd'hui, je vais galérer toute ma vie. C'est absolument pas le cas. Il y a plusieurs vies dans une vie. Et en général, lorsqu'on trouve sa passion, on trouve sa voie, il y a un vrai déclic.
Par contre, je ne vais pas vous mentir non plus. Euh, Bien sûr qu'à un moment donné, lorsqu'on prétend se spécialiser dans un domaine, il y a des formes de validation qui sont attendues. Parce que cette expertise, il faut qu'elle soit sanctionnée. Elle est parfois sanctionnée, pas dans le cadre académique, mais souvent dans le cadre professionnel. Et c'est un point sur lequel j'insiste, parce que l'enjeu dans la vie, c'est pas juste c'est pas d'avoir des bonnes notes, en fait, en réalité. C'est bien d'avoir des bonnes notes, c'est important, je dis pas le contraire, mais je veux dire qu'à la fin de la journée, quand vous allez travailler, vous n'êtes pas évalué de la même manière qu'à l'école. En revanche, c'est assez évident qu'une personne qui prétend être experte dans un domaine, comme l'a dit Sacha, va être hyper curieuse, courant de ce qui se passe, va exécuter très bien, va être euh, va avoir ce qu'on appelle un track record. Donc, va produire des choses. Je reviens aux articles, ça va des petits blogs, des petits articles, parce que écrire, c'est apprendre, écrire, c'est comprendre. Et donc, plus vous écrivez, plus vous maîtrisez votre sujet. Vous rentrez dans un premier stage, vous vous accrochez, vous avez un très bon maître de stage, vous apprenez des choses, vous produisez des choses. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir valider, comment dire, démontrer une compétence qui n'est pas nécessairement reflétée dans les notes que vous aviez à l'école, mais par votre parcours professionnel. Et j'insiste, c'est un secteur qui est en train de se créer. Donc l'aspect note, il est un peu moins important. Par contre, j'insiste dans l'aspect texte, surtout les gens qui sont plus techniques, nous les développeurs, ils ont tous produit des choses sur GitHub et ainsi de suite. On parle de praticiens. Et dans la tech, c'est un élément extrêmement important. Les gens qui parlent un peu trop longtemps et qui n'ont rien à montrer, c'est très mauvais signe dans notre secteur. En général, on parle peu et on montre rapidement ce qu'on sait faire. Et SDA, pour le coup, ça démocratise beaucoup parce qu'on est dans un secteur, moi je vois des gens autour de moi qui ont été brillantissimes à l'université, d'autres qui ont été beaucoup plus à moyen, mais geeks. Par contre, ils ont tous une passion extrême pour leur sujet, que je trouve peu dans d'autres domaines d'activité. Je n'étais pas dans le conseil, ils ne sont pas aussi passionnés, hein. Et ça fait la différence. En complément. Oui, je vois d'autres questions. Ouais, Oui, ok. oui, j'aime bien ce que tu dis sur le fait d'être geek. Ouais, bah, ça Parce compte, c'est super qu'effectivement, utile. c'est ça. Moi, je suis une geek. Genre, je suis une geek sociale, mais je suis une geek. J'aime bien, j'aime bien me passionner sur mon sujet. Et c'est C'est pour ça vrai. aussi que j'ai pas forcément des très bonnes notes dans d'autres sujets qui m'intéressent pas. Je suis quelqu'un qui fonctionne sur la passion. Quand j'ai quelque chose qui me passionne, j'y vais à fond et rien m'arrête. Et je m'informe sur tout par rapport à ça, parce que vraiment, c'est quelque chose qui alimente mes pensées. Sur les autres choses, en fait, je me permets de pas être forcément aussi bonne et c'est pas grave, parce que c'est important pour moi de le savoir, mais pas aussi bien et c'est pas grave. Peut-être on peut répondre à Ouais, Ambre vas-y, et je t'en prie. Myriam. Donc, Mhm. concernant le domaine de la culture et des industries culturelles, les questions gouvernementales, oui, oui, essentiel. Je pense que comme on a vu sur la question précédente sur les droits d'auteur, l'impact qu'on commence déjà à avoir, notamment de l'IA générative sur le métier de la culture, industrie culturelle, est déjà là. En fait, quelque part, on est même déjà trop tard. On aurait dû déjà avoir les protocoles de gouvernance, que ce soit de la part du secteur public, mais également des industriels eux-mêmes, pour pouvoir mitiger les risques. Les risques sont déjà là, sont déjà, on va dire, de fragiliser notre société, mais également certains emplois qui étaient déjà, je pense, plus ou moins précaires par rapport au manque justement de sécurité sociale. Donc Mhm. oui, Ambre, je pense qu'en fait, le besoin d'avoir plus d'expertes sur ces questions justement de l'impact de l'IA sur le domaine culturel est essentiel et même déjà on est en retard par rapport à ça. Bien sûr. Donc moi, si j'étais à votre place, je commencerais déjà à m'informer, à me positionner sur le sujet. Donc déjà à montrer ma passion pour ce sujet et montrer en fait que je commence déjà à m'atteler. Donc par exemple, ce que disait Lofred sur comment republier par exemple en ligne sur ma plateforme LinkedIn des articles qui m'intéressent, faire des blogs de posts, connecter avec des personnes qui partagent le même intérêt que moi. Donc déjà commencer à se former un écosystème, un réseau. Et ensuite, juste commencer à en parler également, faire des initiatives qui sont propres à ça, dans son entreprise, dans son organisation. Se Ouais, positionner, on va dire, donner le signal qu'on réfléchit de manière profonde à ces questions et qu'on est prête à effectuer des tâches dessus. très bon point. Deuxième question, peut-être, je vais commencer là-dessus. Donc, alors oui, alors l'aspect un peu orientation. Alors, parlons des opportunités que vous pourriez proposer, les choix de master pour quelqu'un qui est en L3 économie, gestion, parcours, management des organisations. Donc, je vais peut-être renverser un peu les choses. C'est pas, ça va partir de toi, Myriam. Ça veut dire que la réponse courte, c'est que tu peux très bien rentrer dans le secteur de l'IA, tu peux faire plein de choses dans l'IA. Et il faut jamais oublier en fait qu'un master, c'est juste un pont et qui mène quelque part. Donc là, aujourd'hui, tu es à A, en L3 d'économie, et la question, c'est quoi B? Où tu veux en venir, où tu veux arriver? Une fois que tu as déterminé B, là, on trouvera le pont. Le pont, c'est le bon master entre deux. C'est vraiment de passer de manière un peu plus pratique, hein. Donc,
concrètement, après, je ne sais pas exactement le détail de ton dossier, mais a priori, une licence 3 en économie, oui, tu peux t'orienter dans la gouvernance de l'IA, il n'y a pas de problème particulier. Mais je pense, encore une fois, on évoque là-dessus. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dessus? C'est quoi un peu les problématiques? Et l'autre chose que je dis en complément rapide, moi, je regarde toujours le parcours des gens qui m'inspirent. On est des gens, on est des êtres incarnés. Même quand on parle de fiches de poste, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui compte, c'est qui sont ces gens. Et donc, je regarde sur LinkedIn les gens, je regarde les masters qu'ils ont fait. Et souvent, le point de départ, c'est je lis un article, je regarde une application, je me dis, mais qui est derrière ça? Ça a l'air super intéressant, mais qui a fait ça? Et je regarde la personne, je dis, ah, mais ils ont fait quoi avant? Et ça, en général, ça me donne une première piste. C'est comme ça que moi, je me suis souvent orienté dans ma vie. Donc, ça, j'ai peut-être un complément. Non, non, je pense que tu as très bien répondu à la question, mais une petite remarque que j'ai en parallèle, je suis très contente parce que je vois déjà en fait qu'il y a un impact de ce qu'on dit est mis en action. Je vois que beaucoup d'entre vous m'ajoutent sur LinkedIn, ce qui est génial. Suggestion. Personne n'a accompagné sa demande de connexion d'un message. Il faut. Sinon, en fait, vous êtes un contact parmi tant d'autres. Donc là, en fait, je sais que c'est dans le contexte justement de ce webinaire. Donc oui, bien sûr, avec plaisir pour vous accepter. Mais en fait, dans le futur, surtout en fait pour les personnes encore plus haut placées, avec plus de plateformes, en fait, accompagné d'un message. Dites, voilà, merci Sacha pour votre intervention. Merci d'avoir répondu à la question sur les copyrights. Ou que pensez-vous de ça? Et en fait, comme ça, je sais que l'angle d'attaque, on va dire l'angle d'intérêt qui vous façonne. Et j'ai, OK, d'accord. Donc, par exemple, cette personne, elle s'intéresse au copyright et ça va me rester quelque part dans le creux de la tête. Ouais. Donc, vraiment, j'encourage à customiser. N'hésitez pas, en fait, osez juste envoyer un message, positionnez-vous. Vraiment, n'hésitez Et pas. juste, dernier complément, après on prend une dernière question, parce que Sacha, je suis conscient aussi de son temps, elle a déjà passé beaucoup de temps avec nous. Comment dire, quand vous contactez des personnes qui sont, mettez-vous à leur place, des professionnels comme Sacha et moi, ils travaillent, ils sont sollicités, ils ont comment dire, ils ont des contraintes, c'est à vous de faire l'effort d'avoir un message qui soit pertinent. C'est-à-dire quoi être pertinent? C'est regarder à qui on s'adresse. Qu'est-ce que cette personne fait? Quel est le point d'attaque ou l'angle plutôt avec lequel je vais contacter cette personne-là? Je vais regarder son feed d'actualité sur LinkedIn. Quel type d'article il veut publier? Parce que moi, si je reçois un message qui me dit, ah, en fait, Lofred, j'ai lu cet article-là et dans cet article, il y a ça qui m'a intéressé, deux signaux forts. J'ai fait mes devoirs. Faites vos devoirs. J'ai fait mes devoirs. Je ne te pose pas une question hyper ouverte, en fait, à laquelle j'aurais pu avoir une réponse sur Google. Et c'est une façon de vous respecter. Parce que le signal que vous m'envoyez, c'est vous avez fait l'effort, pris le temps de poser une question très précise, donc vous avez fait vos devoirs, et moi, ça m'oblige aussi derrière à répondre en se disant, c'est sérieux, c'est crédible. C'est aussi votre crédibilité. Si vous posez une question comme ça un peu ouverte, rapide, on sent que vous n'avez pas vraiment investi dans la question, pourquoi je serais plus investi que vous? C'est vous qui avez besoin de moi, pas l'inverse. Donc, il y a aussi une question aussi, c'est des petits signaux, c'est de l'attitude, mais c'est important dans la vie. Et souvent, les meilleures rencontres que j'ai eues, c'est quand j'ai posé des questions très précises, là, on se dit, ah ouais, ça, je ne l'attendais pas. Parce que ça dénote d'un intérêt et d'une réflexion sur ce qu'elle avait produit par le passé. Et ça, en général, ça marque dans un échange. Voilà, peut-être une dernière question, et puis on va clore. Non, pas de dernière question? Vas-y, Alors Véronique. moi, j'en aurais une, pareil, hein, pratico-pratique, toujours liée aux questions que j'ai eues précédemment. C'était à propos justement des pays où vous vivez actuellement. Lofred est actuellement en Suisse, je sais qu'il est passé par les États-Unis, Sacha aussi. Donc, est-ce qu'il y a un étudiant qui m'a dit, mais moi, j'ai pas envie de voyager, mais par contre, je me projette dans l'IA. Est-ce que c'est possible? Oui. Ah bah oui. Ah là, c'est le bon moment pour faire de l'IA en France Ah avec oui. Mistral. Bon d'accord, Mistral, le partenariat Microsoft, on va pas rentrer dans les détails, c'est toute une histoire. Mais je pense que là, c'est un très bon moment pour faire de l'IA en France et en Europe. Surtout en France, je pense que vous êtes extrêmement bien placés. C'est très Exactement. porteur en ce moment, il y a des très, très belles licornes, il y a des beaux investissements. Donc oui, 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 je pense que c'est un bon moment. N'hésitez pas. Alors, dernière réponse, dernière question, merci beaucoup à Myriam sur est-ce qu'il y a des métiers qui sont menacés par l'évolution de l'IA? C'est un peu un serpent de mer, cette question du futur du travail, comment l'IA va ou pas faire disparaître des métiers. Je pense que ce n'est pas la bonne manière de tant de poser la question, parce que oui, il y a des métiers qui vont concrètement disparaître, mais lorsqu'on est étudiant aujourd'hui, l'enjeu plutôt, c'est de trouver une problématique qui nous intéresse et vers laquelle on va s'engager. C'est un conseil que je donne toujours aux étudiants. Engagez-vous dans un secteur d'activité, mais ne soyez jamais engagé sur une technologie, sur une entreprise. Les entreprises, elles vivent et elles meurent. Les technologies, elles évoluent.
Et donc, en fait, votre engagement, il est envers un secteur d'activité. Je prends un exemple très concret. Moi, quand j'étais formé à l'époque, donc je ne suis pas si vieux que ça, mais quand j'ai fait, moi, mes cours de programmation et data science en 2015, personne ne parlait d'IA générative. Donc, on parlait en plus de 2015, on commençait à avoir ce qu'on appelle des modèles prédictifs, donc des modèles discriminatoires. Donc, concrètement, j'ai pris l'exemple du crédit. Donc, à l'aune de données passées, donc de prêts bancaires qui ont été contractés dans le passé, peut-on prédire la solvabilité, la capacité à rembourser d'un emprunteur dans le futur? Concrètement, c'est un peu ce type de modèle-là. Personne ne parlait d'IA générative. Donc, on programmait en Python, on avait des différents types de modèles. Voilà, ce qui marchait bien, c'était Tabular Data à l'époque, donc des données un peu en mode dans les tableaux. Puis on est passé en fait au texte, au langage. Mon point, c'est, je me fiche moi de la technologie qui est hype en ce moment, parce que je vais toujours devoir m'adapter. Et donc là, l'IA générative, je l'ai découvert dans mon métier. Et je me suis tapé des papiers de recherche actuellement, il y a encore quelques mois. Et donc pourquoi? Parce que mon engagement, il est envers le secteur d'activité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être toujours prêt à apprendre, être curieux, s'adapter. Ceux qui disparaissent, c'est ceux qui ne s'adaptent pas. Aucun, Absolument. vous ne devez rien, aucune technologie à aucune entreprise, à part si vous l'avez fondée, ou même si vous l'avez fondée, il faut savoir fermer une boîte parfois quand ça ne marche pas. C'est encore un autre sujet. Mais moi, ce que je veux dire, l'engagement, il est envers le domaine d'activité, en sachant que on va toujours devoir s'adapter. Et si vous voyez les choses comme ça, vous allez vous en sortir. Absolument. Voilà, écoutez, merci beaucoup Sacha, c'était un superbe échange, je pense que c'était très enrichissant pour les étudiants. C'est enregistré, on va ensuite le mettre en ligne. Merci beaucoup Véronique d'avoir organisé, d'avoir rameuté les étudiants. Je sais combien ça peut être time consuming, ça peut demander du temps. On est vraiment très reconnaissant, en espérant que ça vous ait été utile. Ces cycles de conférences-là, c'est juste pour encourager votre curiosité. Votre vie ne peut pas changer avec cette conférence. Par contre, cette conférence peut être le point de départ d'un parcours qui peut vous emmener là où vous pensiez ne pouvoir jamais aller, être allé. Vous voyez ça en fait comme une étape dans votre parcours. Voilà. Merci encore, Sacha. Eh ben, Encore à toutes et à merci tous. beaucoup. C'est toujours un plaisir. Pour la prochaine conférence, il nous en reste une avec Lofred. Donc, d'ailleurs, je te laisse annoncer la prochaine invitée, Lofred. Oui, oui, il faut que je retrouve, je ne vais pas écorcher son nom. Non, parce que c'est important. Alors, ça va être le 23 avril déjà. Et son nom exactement, pour ne pas l'écorcher, voilà, on va voir Irina Et Irina, Nikoliava. Voilà, Irina qui va nous rejoindre, qui elle est product manager. Je ne vous spoil pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais qui a un parcours remarquable également, comme Sacha, qui a un doctorat, qui était chercheuse, qui fait plein de choses. Donc j'espère que vous serez aussi nombreux et voilà, que ça vous sera utile. Merci encore. oui, alors en tous les cas, merci beaucoup à Sacha pour ce témoignage. Moi, je pense que ça inspire toujours. Toujours ravie d'en apprendre davantage sur le secteur. Des fois, ça me paraît un peu chinois et au fur et à mesure, ça s'éclaire. Donc, ça va. Ok, mais On en peut tous les arrêter cas, merci l'enregistrement beaucoup. pour, ouais, Oui, pour pas le perdre. on Voilà, peut arrêter. enregistrement. Voilà, Hop. comme ça on a la vidéo.